On va revenir justement sur cette entrée au monde de l'Ukraine dans l'OTAN, mais auparavant, on va évoquer la diplomatie française. Guillaume Escondarias, parce que cette annonce d'Emmanuel Macron est assez intéressante parce qu'il est arrivé à Vilnius et qu'il a annoncé immédiatement que la France allait livrer des missiles non portés Scalp à l'Ukraine. Ce sont des missiles 500 km, enfin vous allez nous en dire un peu plus. Est-ce que c'est un nouveau cap dans le positionnement de la France au de l'Ukraine? Moi, c'est un geste fort. C'est-à-dire qu'on sait bien que ce qui a été réclamé par l'Ukraine depuis des mois, c'était d'abord des chars, puis des obus de précision, puis des avions de chasse. Et le fait est que dans le cadre de cette contre-offensive, on pourrait dire ensuite est-ce qu'elle est complète, est-ce qu'elle piétine, est-ce qu'elle avance à son propre rythme, il est quand même à chaque fois remarqué que l'impossibilité pour les Ukrainiens de frapper dans la profondeur et donc d'obtenir un effet bloquant un petit peu les réserves russes en leur interdisant une certaine liberté de manœuvre, en les interdisant d'utiliser des facilités logistiques, c'était quelque chose qui était essentiel. Donc il dépassait les à peu près 75-80 km qui étaient donnés avec une civilisation en mars, en basculant à 200, 250. C'est ça, Scalp, c'est 200, 300 km. C'est un peu plus pour le moment. 500 km. On ne sait jamais véritablement parce que c'est un secret, puis on ne sait jamais véritablement entre ce qui est annoncé par le fabricant et puis la réalité du terrain, sachant qu'il y a une dimension qui est très, très intéressante, c'est qu'on a demandé, et c'est ce qui est marqué, qu'on ne frappe pas le territoire russe, c'est-à-dire qu'on frappe dans la profondeur jusqu'à une certaine distance. Est-ce que ça inclut ou pas la Crimée? Question. Tout à fait, il y a des questions. Alors, cela dit, derrière, il y a quand même un fait qui est très net, c'est que ça fait partie de ces éléments qui vont donner à l'aviation ukrainienne une capacité de, cette fois, s'aligner et de pouvoir obtenir un effet et donc d'accompagner un peu plus en profondeur la contre-offensive. Donc c'est plutôt un point positif. Est-ce que ça suffira? Par contre, ce sera un élément pour rappeler quand même on n'a que 400 Storm Shadow ou Scalp pour les fabriques, la France les fabrique avec le Royaume-Uni, c'est ça? Donc ils trouvent chacun. Michel Duclos, est-ce qu'on est loin finalement on se souvient qu'Emmanuel Macron parlait de l'OTAN en mort cérébral, ça c'était en 2019, il le disait dans les pages de l'Est. Il a dit ensuite qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Et là, avec cette livraison des Scalp, on a l'impression que depuis quelques mois, on assiste à une volte-face. C'est le cas? Je ne dirais pas volte-face, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais une évolution, des inflexions importantes, très significatives, comme diraient les diplomates. Et je crois qu'il y a sans doute des raisons... Très significatives, alors on va dire. Il y a des raisons tactiques, c'est que on finissait par être complètement isolé en Europe par la position que nous avions. Et quand on veut être le leader d'une Europe plus forte, il vaut mieux quand même avoir les autres Européens avec soi. Et ça, je pense que le président de la République en a pris conscience. Il y a une deuxième raison très simple, c'est Poutine lui-même. C'est-à-dire que je crois que Macron est allé très loin dans l'attitude d'ouverture à l'égard de Moscou. Et c'est Poutine qui a systématiquement rejeté ces ouvertures et qui fait preuve d'une attitude telle qu'on est obligé petit à petit d'en tenir compte et de se ranger de plus en plus, je crois, du côté de l'Ukraine. Donc on ne parle plus d'humilier ou pas la Russie, ça c'est terminé. Alors, dans le discours de Bratislava qui avait marqué justement l'inflexion du président, où il disait notamment on aurait dû écouter les pays d'Europe centrale et de l'Est, en réponse aux questions, il a quand même dit il faudra bien un jour discuter avec la Russie. Donc, c'est pas un changement à 360 degrés. Mais maintenant, le curseur est du côté de la fermeté et du soutien de l'Ukraine. Richard Verly, puisque vous êtes sur place, est-ce qu'on peut dire que les pays de l'Europe centrale et orientale ont convaincu, ou en tout cas ont réussi à amener la France et l'Allemagne à être beaucoup plus durs à l'égard de la Russie? Comment est-ce qu'on sent les choses là-bas? Écoutez, on ne les sent pas comme ça. Non, je crois qu'il y a évidemment des différences d'appréciation, mais ce qui frappe lorsqu'on est ici, c'est qu'il y a une approche commune vis-à-vis de l'Ukraine. Alors cette approche, elle est commune dans les deux sens. Elle est commune dans le sens qu'on ne veut pas donner à l'Ukraine ce qu'elle demande, c'est-à-dire un calendrier, une intégration, une entrée dans l'OTAN programmée. Ça, elle ne l'aura pas
Attendons de voir demain les termes exacts du communiqué final. Mais on est aussi unis pour dire qu'il faut faire face à la Russie. Ça passe par les soutiens militaires avec les armes que vous évoquez à l'Ukraine. Ça passe aussi par un redéploiement des forces de l'OTAN sur ses frontières nord et est qui sera précisé demain à l'issue du sommet. Donc il y a des différences, mais encore une fois, je ne crois pas qu'on en est au moment des fractures. Une fois de plus, ce que Vladimir Poutine a réussi, c'est justement ce qu'il ne voulait pas, c'est avoir une OTAN plus solide, plus déterminée et qui maintenant, avec l'adhésion de la Suède et de la Finlande, est encore plus à ses frontières de la Russie. Guillaume Lascanjarias, Emmanuel Macron dénonce l'idée d'un cessez-le-feu qui créerait un conflit gelé et qui ne ferait que prolonger la guerre. Donc ça va dans cette ligne diplomatique du président? C'est pas tellement en fait simplement dans la ligne du président, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que si on est dans l'agenda, par exemple, d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, eh bien, ça va contre l'idée même d'un conflit gelé. Il est marqué dans l'idée d'élargissement de l'OTAN, on en parlera peut-être, qu'un pays doit être au moins en paix ou avoir résolu de manière pacifique ses différends, notamment territoriaux, avec ses voisins, dans le cadre d'un conflit gelé. Et c'est bien d'ailleurs la problématique, par exemple, de la Géorgie. On en est loin. Donc pour l'Ukraine, en ce moment, ou même avec une sorte de glaciation autour des oblasts de Donetsk et de Lugansk ou de la Crimée, eh bien, on n'y sera pas. Ce conflit sur le conflit gelé, justement, Michel Duclos? Si vous voulez, il faut bien voir qu'on est dans une situation très difficile et que c'est sûr qu'il n'y a pas de vraie très bonne solution. Si on avait dit l'Ukraine entrera à telle date dans le temps, comme vous l'avez rappelé, clair que ça supposerait quand même qu'il y ait qu'elle ait résolu son problème de frontière avec la Russie, ça voulait dire que la Russie était incitée à poursuivre indéfiniment la guerre. Et inversement, si on dit, comme on le fait maintenant, on va attendre que les conditions soient réunies, on donne déjà presque à Moscou ce qu'il souhaite, c'est-à-dire la non-entrée dans l'OTAN. Alors on a évité quand même ce dernier écueil, mais on en est pas loin. Et là, peut-être, je voudrais dire quelque chose pour compléter ce qu'a dit Richard Verly. En réalité, on dit qu'il y a des désaccords ou il y a une unité de l'OTAN. Il y a l'agenda américain, parce que l'OTAN, c'est quand même les États-Unis, si vous voulez. Et les États-Unis, le président Biden souhaite pas manifestement, enfin, plus exactement, il souhaite garder une possibilité de discussion, de négociation avec la Russie. C'est comme ça que vous l'interprétez, parce qu'effectivement, ce qu'a affirmé Jens Stoltenberg, c'est que l'Ukraine recevra une invitation à intégrer l'OTAN quand les alliés seront d'accord et les conditions réunies. Donc les alliés, ça veut dire les États-Unis. Et les États-Unis, clairement, ont vis-à-vis de la Russie une attitude de très grande puissance à très grande puissance. Donc il y a quand même des ménagements réciproques. On va justement regarder le tweet de Volodymyr Zelensky. C'était juste avant qu'il n'arrive à Vilnius. Il a réagi, il était très virulent à l'égard justement des membres de l'OTAN. Il semble qu'il n'y ait aucune volonté d'inviter l'Ukraine à l'OTAN, ni d'en faire un membre de l'Alliance. Cela signifie qu'une fenêtre d'opportunité est laissée à la Russie pour négocier l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. L'incertitude est une faiblesse. Voilà ce qu'il a dit Richard Verly. On peut dire qu'il était plutôt très remonté, Volodymyr Zelensky, en arrivant. Et il a joué un beau coup politique puisque dès son arrivée à Vilnius, il s'est rendu au centre de la capitale. Il y a une scène qui était montée depuis 2 jours. Et là, il s'est exprimé en public devant des milliers d'habitants de Vilnius qui sont venus l'acclamer. Il faut savoir qu'ici, à Vilnius, on a vraiment l'impression que la résistance ukrainienne, elle fait partie de l'ADN de ce pays balte. Partout, il y a des posters, des slogans, des drapeaux pro-ukrainiens dans un pays, je le rappelle, qui compte une minorité russophone d'à peu près 10% de la population. Donc, on peut penser que Volodymyr Zelensky va utiliser aussi ce levier politique, ce levier populaire lorsqu'il va dîner ce soir avec les dirigeants de l'OTAN, puis il va avoir des rencontres bilatérales, y compris avec Joe Biden, et enfin une réunion plénière. C'est un élément qui est important parce que la force de l'image, il la maîtrise, et à nouveau, ce soir, elle est en sa faveur, comme on peut le voir.